Bonjour à tous, bienvenue. Vous regardez La Santé Surtout, l'émission qui répond à vos questions santé. Et dans cette émission, vous allez voir, on va parler de beaucoup de choses. Effectivement, un gros plateau. Ce soir, je crois que nous sommes au grand complet et on va les accueillir de ce pas. Docteur Clémence Mur, bonsoir. Bonsoir Jessica. Vous êtes ORL à l'hôpital Simone Veil à Aubonne, chef de service et chef de service également à l'hôpital d'Argenteuil. Vous avez des bonnes journées, vous vous ennuyez pas dans la vie, oui, je crois que... effectivement. Avec nous également le docteur Thierry Firobe, vous êtes médecin urgentiste à l'hôpital Foch de Suresnes. Bonjour Jessica. Le docteur Mathieu Bernard. Bonjour Jessica. Vous êtes cardiologue à l'Institut Cœur Paris Centre ICPC Turin. C'est ça. Avec nous également le docteur Olivier Jacques Bocry, médecin généraliste. Bonjour Jessica. Le professeur Vincent Audard, néphrologue au CHU Henri Mondor à Créteil. Et le docteur Tanios Daguerre, chirurgien orthopédiste à l'hôpital franco-britannique de Levallois-Perret. Bonjour Jessica. Ravi de vous avoir à mes côtés ce soir. À tout moment, vous pouvez nous écrire maquestion@lasantésurtout.com. Et on va démarrer par la cardiologie avec vous, docteur Bernard. C'est Roger, 67 ans de Strasbourg, qui vous dit « J'ai une fibrillation atriale sans symptômes. Pourquoi dois-je prendre un anticoagulant à vie ?» Alors, je commencerai par expliquer rapidement ce qu'est la fibrillation auriculaire. C'est une perturbation du rythme cardiaque. Imaginez que mes mains soient des oreillettes et que mes doigts soient des fibres musculaires. Donc, les oreillettes qui sont des cavités cardiaques se contractent comme ceci, normalement. Donc, toutes les fibres musculaires se contractent de façon synchrone, à la même intensité. Quand on est en fibrillation auriculaire, voilà ce qui se passe. Donc chaque fibre musculaire va battre très rapidement pour son propre compte et vous imaginez bien que ça, pour vidanger le cœur, c'est moins efficace que ça. Donc la fibrillation auriculaire entraîne une stagnation du sang dans certains endroits, certains cul-de-sac, et le sang qui stagne, ça génère des caillots. Et donc ces caillots peuvent partir dans la circulation, monter par exemple jusqu'au cerveau et faire un accident vasculaire cérébral. Donc il faut un traitement anticoagulant. Pas chez tous les patients, en fait, on a des critères qui nous permettent de savoir si un patient a besoin ou non d'un traitement anticoagulant. Et dernière précision dans la question, c'est dois-je prendre un traitement anticoagulant à vie? Alors en médecine, moi en tout cas, je n'aime jamais parler de médicaments à prendre à vie puisqu'on doit toujours peser la balance bénéfice-risque. Et donc on évalue toujours la pertinence du traitement. Il arrive que ça soit plus dangereux de prendre le traitement anticoagulant. Donc là, évidemment, il faudra l'arrêter. Bien, on enchaîne avec une question pour le docteur Tanios Daguerre. J'ai une entorse de cheville. À quel moment je dois consulter un chirurgien? Alors, pour l'entorse de cheville, il ne faut pas prendre ça à la légère. Toute entorse doit être vue par un médecin, que ce soit un urgentiste, un médecin généraliste ou un ortho. Un patient qui fait une entorse de cheville, ça sent, la cheville va gonfler, c'est douloureux. Le plus préférable, c'est qu'il va aux urgences pour éliminer ce qu'on appelle une fracture, déjà à la base. Vous lui rajoutez du boulot, du coup. Charger les urgences. Ça m'aurait étonné. Bon, après, une fois qu'on a éliminé une fracture, on est dans le cas d'une entorse de cheville. À ce moment, on classe les entorses en fonction de leur gravité. Il y a des entorses qui sont plus graves que les autres, mais toute entorse doit être traitée de la même façon. Ça veut dire immobiliser, mettre de la glace, élévation du membre et une compression ou attelle, ce qu'on appelle en anglais RICE, Rest, Ice, Compression, Elevation. Voilà. Après, l'attelle ou la compression doit rester au moins pendant 3 semaines et à ce moment, on consulte le chirurgien devant les persistances de l'œdème, douleur, pour pousser un peu les examens. Le chirurgien de son côté, il prescrit une IRM écho pour voir est-ce qu'il y a vraiment des ligaments qui sont lésés ou pas, pour classer l'entorse en fonction de la gravité. Et après, on adresse le patient pour faire des séances de kiné. Pour faire court, oui, chaque entorse doit être au moins gérée par un médecin. C'est vrai qu'on a tendance un peu à banaliser les entorses. Oh, c'est juste une entorse. Mais effectivement, il faut le prendre très au sérieux. Une Quel question... critère me ferait, moi, médecin urgentiste, prescrire une IRM, une écho en sortie d'urgence pour gagner du temps? Quels critères? Alors, moi je dis à mes collègues urgentistes, un patient qui est jeune, qui est moins que 50 ans, c'est un patient qui a besoin de tous ses ligaments de cheville. Donc, à mon avis, une entorse, quand ça arrive, il y a au moins un ligament qui est lésé, ou au moins blessé, ou étiré, ou arraché. Donc,
on fait ce qu'on appelle un bilan lésionnel de base. Ça veut dire un patient qui a une entorse de cheville, au moins il a déchiré un truc. Donc pour nous, les orthopédistes, pour savoir d'où on part, il faut faire un bilan de base, ce qu'on appelle le bilan lésionnel de base, IRM ou écho. Donc pour vous répondre à ta question, un patient qui est jeune, moins de 50 ans, qui a fait une entorse suite à une activité sportive qui est assez costaud, voilà, il faut quand même faire l'IRM et l'écho et l'envoyer à l'orthopédiste. D'accord. C'est dur, je viens d'apprendre que j'étais plus un patient jeune. Moi non. Ouais, là, ça a été un peu, c'est un petit coup. C'est-à-dire que si j'ai une autre source, j'irai pas aux urgences parce que j'aurais pas d'IRM, quoi. Oh là là. Pourtant, il y a encore 2-3 ans, c'était bon, quoi. Vous les avez déprimés, docteur Daguerre. Je suis Ah là là dans là cette là. émission, c'est dur. Que les entorses. Allez, on va parler d'ORL maintenant avec le docteur Clémence Mur. Donc c'est Nathalie, 47 ans de Lyon, qui vous dit « J'ai une cloison déviée et je ronfle beaucoup. Est-ce qu'une opération du nez peut vraiment améliorer les ronflements ?» Alors tout d'abord, il faut un petit peu qualifier le ronflement. Alors qu'est-ce que c'est le ronflement? C'est l'air passe un peu moins bien par le nez et par la gorge la nuit. Donc la plupart du temps, c'est un obstacle qui est au niveau du nez ou un obstacle au niveau de la gorge. Par exemple, une cloison déviée au niveau du nez ou des grosses amygdales au niveau de la gorge. Déjà, un patient, il arrive pour ronflement. On fait un enregistrement du sommeil parce que souvent, il y a des apnées qui peuvent être associées au ronflement parce que forcément, le calibre est rétréci, ça passe moins bien l'air, donc on est à risque de faire des apnées. Les apnées, ça peut avoir des complications cardiovasculaires. Mon voisin de droite pourra vous en parler. Et ensuite, c'est là qu'on pourra qualifier uniquement le ronfleur simple. Le ronfleur simple, c'est quelqu'un qui ronfle, mais qui n'a pas d'apnée du sommeil. Dans ce cas-là, sur l'enregistrement du sommeil, c'est assez intéressant parce que dans les ronfleurs simples, il y a les ronfleurs qui ronflent 5 minutes dans la nuit, mais malheureusement, c'est les 5 minutes qui réveillent le conjoint. Ah oui. Donc voilà, ça peut arriver. Et il y a les ronfleurs simples qui ronflent vraiment toute la nuit. Donc c'est plutôt ceux-là qui vont nous intéresser. Et là, effectivement, si à l'examen clinique, l'obstacle est au niveau du nez et que la cloison nasale est déviée, oui, ça peut clairement aider le ronflement d'opérer la cloison nasale et de la remettre droite. Et c'est donc son mari qui va être content de cette réponse. Voilà, c'est le problème du ronflement, c'est que en fait, on traite le conjoint. C'est ça. Et on ne traite pas le patient, donc faut pas être trop invasif non plus. Oui, complètement. Docteur Olivier Jacques Bocry, Thierry, 46 ans de Bordeaux. Quand je mange et même quand je bois, j'ai tendance à rôter plusieurs fois pendant quelques heures. Est-ce qu'il faut consulter ou c'est la nature qui fait son œuvre ? D'une manière générale, c'est un peu la nature. Ça dépend aussi de la façon dont on se comporte et dont on mange. C'est-à-dire que si effectivement on mange vite, on mastique pas, etc. On avale de l'air. On avale de Ouais, l'air, c'est ça. effectivement. Et donc effectivement, on peut être amené à avoir ce qu'on appelle l'aérophagie. Et voilà, si on ne rote pas, on peut exploser. Ah oui, carrément, on peut exploser. Ah Non, ouais. mais il faut économiser. Donc l'air expulsé. Et je pense que dans un premier temps, pour rester simple, il faut se dire que les habitudes alimentaires peuvent beaucoup jouer, que ce soit les chewing-gums qui effectivement introduisent de l'air, les sodas, tout ce qui est effervescence, introduit de l'air, etc. Tant qu'on en reste à quelques petites éructations par-ci par-là, c'est pas grave. Effectivement, si c'est associé à des brûlures d'estomac, si c'est associé à le fait d'avoir un peu de sang dans la bouche, des tas de choses comme ça, toutes ces symptômes-là, il faut éliminer aussi les reflux gastro-œsophagiens et les hernies hiatales et tout ce genre de choses. Donc, dans un premier temps, si ça gêne pas, s'il n'y a pas de signe associé, s'il n'y a pas de perte de poids, s'il n'y a pas de... Quel que soit un signe évocateur, c'est pas dramatique, on va voir son médecin généraliste, il rassurera et normalement tout devrait bien se passer avec quelques consignes de vie. En revanche, s'il y a le moindre signe, il ne faut pas hésiter à après peut-être adresser chez le gastro-entérologue pour explorer. Avant d'exploser. Avant d'exploser. On parlait mieux. que d'éructation. D'accord. Professeur Vincent Audard, Pamela, 38 ans de Montpellier. J'envisage de faire un lissage brésilien, mais j'ai entendu dire que certains produits pouvaient être toxiques pour les reins. Est-ce vrai? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette histoire? Pas du tout. Pas Incroyable. du tout. Incroyable. Lissage brésilien. Lissage Et oui, brésilien. très à la mode. Et pourtant, excellente question, Pamela. Donc, il y a eu une alerte par les autorités sanitaires en 2024 qui a mis effectivement un lien de cause à effet entre certains produits utilisés dans les lissages brésiliens
et le risque d'insuffisance rénale aiguë. C'est une histoire assez fantastique, je vais essayer aussi de la faire, une histoire longue que je vais faire courte, on la doit à des néphrologues et chercheurs français qui montrent bien à quel point c'est important, à partir parfois d'un cas, de pouvoir aller jusqu'à la paillasse pour démontrer une hypothèse qu'on peut avoir. Et en fait, les auteurs de ce travail ont montré à partir d'un seul cas d'une jeune femme qui, à chaque fois qu'elle faisait un lissage brésilien, quelques heures après, avait des épisodes de douleur abdominale, de vomissement. Une fois, elle s'est présentée aux urgences, on lui découvre une insuffisance rénale. Et les auteurs ont montré que dans le produit utilisé pour le lissage brésilien, qui est censé rendre les cheveux soyeux, brillants, il y avait un produit toxique qui s'appelle l'acide glyoxylique, qui va être métabolisé, qui va être transformé une fois qu'il a passé la barrière transdermique, c'est-à-dire qu'on l'a mis sur les cheveux, il va aller dans la circulation, il va être métabolisé, transformé en oxalate, qui parfois peut s'accumuler de manière, quand il y a des taux très très importants qui sont filtrés par le rein, qui vont s'accumuler dans le rein, ce qui va être responsable directement de l'insuffisance rénale. Donc effectivement, depuis cette alerte par les autorités sanitaires, normalement, les produits de lissage brésilien qui contiennent ce composé, normalement, ont dû être exclus. Donc il n'y a pas une contre-indication formelle à faire le lissage brésilien, mais il y a quand même certains composés hautement toxiques, voilà, des produits chimiques hautement toxiques. Et puis surtout, si par hasard vous faites un lissage brésilien et vous avez cet épisode de douleur abdominale, vomissement dans les heures, dans les jours qui suivent effectivement le lissage, pensez à consulter aux urgences pour qu'on vérifie. Alors, le plus souvent, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que c'est plutôt réversible, mais c'est vrai que la répétition des épisodes à terme, ça peut quand même un petit peu endommager les reins. Docteur Firob, si vous avez ce genre de cas aux urgences, ça va être compliqué pour penser que ça peut être le lissage brésilien de la patiente. Non, je ne vais pas dire à mon collègue urgentiste qu'à chaque personne qui consulte aux urgences pour des douleurs abdominales et des vomissements, il doit lui demander est-ce que vous avez fait un lissage brésilien. Mais en tout cas, s'il fait une prise de sang et découvre une insuffisance rénale, il faut éventuellement faire le lien. Ouais. Je tâcherai de trouver un néphrologue warning. à ce moment-là. Je tâcherai de trouver un néphrologue à ce moment-là. Docteur Firob, justement, on a une question de Sylvie, 52 ans de Laval. Mon mari a mangé un morceau de viande ce midi et depuis, plus rien ne passe, même pas de l'eau. Que faire? Sylvie, faut aller aux urgences. Parce que s'il n'y a plus rien qui passe et votre mari, je pense, il hypersalive en permanence, il doit essayer d'avaler quelque chose et ça passe pas, le morceau de viande est resté coincé dans l'œsophage, n'importe où dans l'œsophage. Alors plus c'est bas, plus c'est tardif par rapport à l'alimentation. Mais il n'y a rien qui passera, il faut faire descendre le morceau de viande jusque dans l'estomac. Donc il faut aller aux urgences. Le premier moyen, c'est de descendre une sonde dans l'œsophage pour essayer de pousser le corps étranger. Et puis, mais ça marche clairement pas à chaque fois. Et c'est la fibroscopie qui va permettre de le faire descendre. D'accord. Et donc ça arrive quand on mange des trop gros morceaux? Il y a des gens qui font des corps étrangers œsophagiens. Non, il y a des gens qui font des corps étrangers œsophagiens sur quasiment pas des gros morceaux, parce qu'ils font des spasmes en fait œsophagiens et ça bloque tout. Et puis il y a des gens qui n'en font jamais de leur vie. Donc, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. Allez, on retrouve le docteur Mathieu Bernard pour une question de Nathalie, 46 ans, Pau. Mon cardiologue m'a parlé d'un risque cardiovasculaire intermédiaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le risque cardiovasculaire, c'est ce qui nous permet d'évaluer plusieurs choses. D'une part, si le patient est donc à risque de faire ce qu'on appelle un événement cardiovasculaire, donc soit un accident vasculaire cérébral, soit un infarctus du myocarde principalement. Et donc, en fonction de ce risque, ça va nous permettre d'orienter le bilan, savoir quels examens on doit faire pour dépister d'autres arguments en faveur d'une éventuelle complication. Et ça va nous permettre aussi de guider le traitement. C'est-à-dire que plus le risque cardiovasculaire du patient est élevé, plus on va être exigeant, notamment sur les valeurs de tension, sur les taux de cholestérol, les taux de sucre. Plus le risque est faible, plus on est relax. Et on a un outil, notamment un indice qui s'appelle SCORE2, qui permet, entre guillemets, de prédire, donc ce sont juste des pourcentages, mais le risque qu'a n'importe quelle personne de faire un événement cardiovasculaire qui soit fatal, c'est-à-dire mortel ou non fatal, dans les 10 ans qui viennent. Donc on a un pourcentage. Alors évidemment, quand ça vous tombe dessus, c'est 0 ou 100%. Mais à l'échelle d'une population, vous avez par exemple un risque cardiovasculaire à 15 dans le score 2, ça veut dire que vous avez 15% de risque de faire un événement dans les 10 ans. Comment il se fait ce test? En prenant en compte différents paramètres, le sexe, l'âge,
la pression artérielle systolique, c'est-à-dire le premier chiffre, le taux de cholestérol, mais pas n'importe lequel, c'est ce qu'on appelle le cholestérol non HDL, donc on soustrait le HDL au cholestérol total, et le fait d'être fumeur ou non. Donc on a une page entière avec plein de chiffres, et en fonction de tous ces paramètres, on fait croiser les différentes lignes et on arrive à un chiffre. Ah oui, d'accord. Ça peut être super angoissant du coup. Très angoissant, Ah oui. mais en même temps, on est en mesure, si on met en pratique des prescriptions ou un changement d'hygiène de vie, on est capable de modifier ce, Ah oui, ce carrément. risque cardiovasculaire. Ça permet d'anticiper et Ça permet d'éviter. d'anticiper, ça permet de motiver aussi les patients, puisqu'on part d'un score et on va tout faire pour améliorer ce score. Déjà, arrêter de fumer, ça modifie considérablement ce score. Le poids, c'est un facteur important Non, alors, aussi. oui, le poids est un facteur de risque, le surpoids, mais spécifiquement dans l'échelle score 2, qui intéresse la population européenne et du bassin méditerranéen, le poids n'est pas pris en compte. Ah oui, d'accord. Les antécédents Et familiaux. les antécédents et le diabète ne sont pas pris en compte dans ce calcul-là. Mais après, ce sont des facteurs de risque Oui. indépendants. Est-ce que l'indice de masse corporelle, c'est pertinent ou est-ce que finalement on n'utilise plus tellement ce score ou est-ce qu'il est un peu désuet? Si, on va l'utiliser, mais pour guider l'indication de prescription de médicaments contre l'obésité. Et est-ce que du coup le périmètre abdominal a plus d'intérêt pour la création ou est-ce que... Oui, c'est un bon signe aussi de risque cardiovasculaire. Ok. Donc on a voilà, plein de paramètres, et ça c'est le travail du cardiologue que de récolter tous ces paramètres et d'évaluer le risque cardiovasculaire du patient, qu'on divise en gros en quatre groupes: le faible risque cardiovasculaire, le risque intermédiaire, le risque élevé, le risque très élevé. C'est donc ça, le fameux risque intermédiaire dont parlait notre téléspectateur dans sa question. Tout est beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Leurs 40 ans de peau, toujours, ma fille s'est déjà luxé la rotule plusieurs fois. Comment faire pour que ça n'arrive plus? Ça, c'est une question pour vous, docteur Daguerre. C'est un trauma qui est quand même traumatisant pour le patient au niveau psychologique, car on voit la rotule qui sort de sa place et qui se bloque du côté latéral. Et parfois, c'est vraiment difficile à la remettre en place. Et pour ça, je profite pour donner un conseil aux patients ou si vous voyez quelqu'un ou vous-même, vous avez luxé la rotule, juste le fait d'étendre la jambe, ça peut remettre la rotule en place. Donc si vous voyez un collègue, un coéquipier qui a la rotule luxée à côté, étendez la jambe, ça se remet en place. Parfois, ça marche très bien comme ça. Il faut les prévenir qu'ils hurlent un grand coup quand même. Hein. Ah oui, ça fait mal sur le moment. ça fait Ah, mal. mais vous ne dites pas tout, docteur Daguerre. Non, il ne faut pas tout dire. Ah oui, un petit détail qui a son Mais, importance. rassurez-vous, après, ça part vite. C'est un mal pour un bien, on va dire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et vous, c'est ce que vous faites régulièrement aux urgences? Bon, c'est pas si fréquent que ça, parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui se déluxent tout seuls, mais il y en a qui arrivent aux urgences parce que personne n'y est arrivé avant. Oui. C'est ça. Normalement, c'est les pompiers qui font ça. Ah oui, d'accord. Voilà, et donc une luxation de rotule, ça vient de deux causes. Soit c'est une cause, on va dire, associée au patient, il a des malformations osseuses ou ligamentaires, ou soit c'est un vrai trauma qui a poussé la rotule à sortir. Après le premier épisode, même si c'est un premier épisode, nous on voit le patient et on fait le bilan complet pour savoir est-ce qu'il a vraiment des malformations osseuses qu'on doit gérer, est-ce qu'il a des déchirures ligamentaires qu'on doit gérer, ou c'est juste un accident traumatique, un fortuit qui est arrivé. Oui, voilà. un peu isolé. Voilà. Ouais. Mais je pense que toute luxation de rotule doit être vue par un orthopédiste, et pour que ça n'arrive pas une deuxième fois, il faut faire ce bilan. Si le bilan est normal, on adresse le patient pour faire de la kiné, pour faire le recentrage de la rotule, pour que ça parte dans l'axe. Et s'il y a une malformation ligamentaire ou osseuse, à ce moment, il faut malheureusement opérer le patient. Merci beaucoup, docteur Daguerre. Docteur Clémence Mur, je le rappelle, vous êtes ORL. Sébastien, 34 ans, de Roubaix, vous écrit, il vous dit « J'ai eu le nez cassé quand j'étais enfant. Aujourd'hui, j'ai le nez dévié et je respire mal. Est-ce que je peux bénéficier d'une rhinoplastie prise en charge par la sécurité sociale ?» Alors, tout d'abord, la rhinoplastie, qu'est-ce que c'est? C'est une intervention chirurgicale qui vise à modifier l'architecture du nez.
Donc souvent, ça va avoir un impact esthétique. Donc c'est pour ça qu'on différencie 2 types de rhinoplastie. La rhinoplastie esthétique, où là, c'est juste le nez, on ne le trouve pas très joli, on a envie de le modifier. Et la rhinoplastie fonctionnelle, donc c'est typiquement comme Sébastien, qui a eu un traumatisme du nez quand il était enfant. Le nez, il est dévié, il est probablement un petit peu enfoncé d'un côté et il n'arrive pas bien à respirer. Donc dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle une demande d'entente préalable auprès de la sécurité sociale. Nous, on examine le patient, on fait un petit résumé clinique, on met les photos du patient qui montrent que le nez est réellement dévié et on joint également les photos du scanner. Et souvent, quand le dossier est bien fait, la sécurité sociale dit oui et là, effectivement, il peut bénéficier d'une rhinoplastie qui sera prise en charge par la sécurité sociale. Très bonne nouvelle pour Sébastien ce soir. On enchaîne encore avec une question pour vous, docteur Bocry. C'est Thomas, 35 ans d'Avignon. J'ai mal au genou depuis plusieurs années. Comment faire la différence entre de l'arthrose et un problème plus grave ? Je pense qu'il faut être assez systématique. Bon, l'arthrose, c'est un phénomène dégénératif. Globalement, ça fait partie du vieillissement. Je pense qu'il faut avoir des idées assez simples sur l'arthrose versus le reste. Parce qu'après, c'est quand même très large. Je parle sous le contrôle de mon confrère qui est chirurgien orthopédique. Mais je dirais qu'une douleur d'horaire mécanique, qui va globalement s'aggraver au cours de la journée, qui va avoir peut-être un dérouillage matinal, peut-être moins de 30 minutes, qui va s'amoindrir quand on est au repos, qui n'est pas fébrile, donc on n'est pas supposé avoir de fièvre dans l'arthrose. Le genou, il n'est pas gonflé, rouge, douloureux. C'est un genou qui peut être modérément, selon certaines poussées, ça peut éventuellement se démacier. Mais voilà, c'est quelque chose qui est assez simple, mais dès qu'il y a quelque chose qui s'apparente avec de la fièvre, ce qu'on appelle des douleurs qui sont d'horaire inflammatoire, donc la nuit qui réveille, un gros genou chaud, douloureux, là effectivement il faut penser aux arthrites septiques, il faut penser à toutes les arthralgies qui sont autres que l'arthrose. Donc l'arthrose effectivement ça évolue tout au long de la vie, on n'est pas égaux vis-à-vis de l'arthrose, ça peut commencer tôt ou plus tard. En tout cas, il peut y avoir un stade infraclinique et puis ça peut se révéler plus tard. Et je pense que les gens, souvent, ils se rendent compte que c'est quelque chose d'arthrosique parce qu'ils ont mal. Alors ils vont dire que ça va être peut-être par rapport au temps ou à l'humidité. Pas sûr qu'il y ait vraiment un lien. Mais voilà, je pense qu'il faut pas hésiter à faire une imagerie, une radiographie, pour mettre en évidence, parce que l'arthrose, encore une fois, il y a de l'arthrose légère, modérée, sévère, qui peut aller du simple repos articulaire avec des anti-inflammatoires, de l'infiltration jusqu'à la chirurgie éventuellement. Et donc voilà, donc c'est toujours intéressant de stader le stade de l'arthrose dans lequel on est, et puis surtout faire la différence, on va voir son médecin traitant, qui aura un grand plaisir d'adresser vers un chirurgien orthopédique pour éventuellement aller plus loin, parce qu'on est quand même limité, et les chirurgiens sont quand même des experts en matière de... Vous prenez l'arthrose en charge sur le plan chirurgical ? Bien sûr, après, pour la vérité, c'est que la plupart des arthroses est gérée par nos collègues médecins qui vraiment prennent ce grand fardeau sur leur épaule. Nous, en fait, on va les patients après l'aboutissement de tous les moyens qu'on appelle non chirurgical, après faire plusieurs infiltrations de la kiné. On prend en charge les patients qui ont un stade d'arthrose assez poussé, ce qu'on appelle stade 3 ou 4. Et c'est le moment où on doit poser la prothèse de genou, hanche. Ça, c'est quand c'est vraiment invalidant. Exactement. En fait, l'arthrose, c'est une maladie chronique inflammatoire qui accompagne le patient sur des années. Le traitement, c'est multidisciplinaire avec les médecins généralistes, nos collègues kinés et à la fin, les chirurgiens orthopédiques. Et on est plutôt radical sur l'arthrose de genou et de hanche. Oui, mais ça rend beaucoup l'autonomie aux personnes qui n'en ont plus. Donc, exactement. à un moment, ils demandent la chirurgie. À un moment donné, le patient, il est malheureux au quotidien, il a toujours mal, il ne peut plus se chausser, se ramasser quelque chose par terre, ça lui fait tellement mal. C'est le moment où on dit, voilà, il faut opérer et normalement, ils sont assez satisfaits après la chirurgie. Oui, c'est le jour et la nuit. Après, effectivement, ils récupèrent bien. Effectivement, l'arthrose, c'est effectivement une maladie inflammatoire qui est chronique, mais il peut y avoir des facteurs précipitants. Je crois, s'il y a une fracture qui se fait, s'il y a un ménisque qui se fissure, s'il y a quelque chose, ça peut effectivement des facteurs à chaque fois qui s'empilent et qui vont accélérer un phénomène arthrosique. Voilà. C'est un vrai sujet, on aura sans doute l'occasion d'en reparler. Probablement. Mais pour le moment, on parle de néphrologie avec le professeur Vincent Audard, Thomas, 31 ans de Lyon. Je fais beaucoup de musculation. Est-ce que les régimes hyperprotéinés, toutes les poudres protéinées peuvent abîmer les reins ?
Ouais, c'est une question, c'est très très à la mode effectivement chez les sujets jeunes et un peu moins jeunes de faire de la musculation et donc le but de la musculation effectivement c'est d'embellir son corps je dirais au niveau des muscles et puis c'est essayer de maigrir aussi et pour aider à maigrir les régimes hyperprotéiques et pour prendre du muscle en plus effectivement des exercices qu'on peut faire purement physiques ça permet effectivement d'arriver à ces fins. Alors, pour être très honnête, faut être pragmatique. Ça fait l'objet de nombreuses controverses. Il n'y a pas vraiment d'études qui permettent de confirmer qu'un régime hyperprotéique. Maintenant, il faut faire attention. Faut pas, comme tout dans la vie, il ne faut pas abuser. C'est-à-dire qu'il faut éviter sur du long terme de prendre, parce que clairement, moi j'ai déjà vu des patients présentant une augmentation, une dégradation de la fonction rénale liée à des régimes hyperprotéiques ou à des régimes à base de créatine, qui est un produit qui peut être utilisé à ces fins. Après, attention aussi, parce que les efforts musculaires en tant que soi, ça peut aussi parfois libérer, détruire un petit peu les cellules musculaires, et cette libération de cellules musculaires peut libérer des pigments qui sont toxiques pour les reins. Donc après une séance de sport, si on a fait le régime, si en plus on a fait vraiment un effort soutenu, ça peut être source d'insuffisance rénale. Attention aussi aux produits dérivés, parce que de plus en plus aussi, on peut avoir des produits achetés n'importe où sur Internet qui ne sont pas en vente libre. Je pense aussi aux anabolisants, qui là, c'est clairement démontré, donnent des problèmes d'insuffisance rénale très très sévères. Donc il ne faut pas tout mélanger. Voilà, une cure sur du court terme, pourquoi pas, parce qu'encore une fois, sur le plan médical, voilà, mais je ne peux pas le recommander de manière formelle. Voilà, si on peut éviter et puis voilà, faire l'effort physique, prendre du plaisir et sans vouloir forcément accélérer le process et faire ça naturellement, ça me paraît hautement recommandé. Oui. Et boire. Et boire, bien s'hydrater, bien entendu, parce que voilà, l'hydratation permet un petit peu de combler, parce que la déshydratation, suite à un effort, peut aussi favoriser l'insuffisance rénale. Donc c'est très important, effectivement, de s'hydrater abondamment. Docteur Firob, Patricia, 61 ans d'Aurillac, nous dit à partir de quel moment doit-on considérer qu'une constipation est sévère et donc à partir de quand il faut aller aux urgences? Le plus tard possible. Mais quand même, c'est important pour les téléspectateurs de lui donner un délai. Je comprends. En fait, il n'y a pas de délai. On avait d'explosion tout à l'heure, mais il n'y a pas de délai. En fait, c'est la gêne ressentie. En fait, c'est pas juste parce qu'elle n'arrive pas à aller aux toilettes comme elle voudrait tous les matins, que ça fait 3 matins qu'elle n'y est pas allée, puis qu'au 4e matin, elle commence à se poser des questions, qu'elle va aux urgences. Non, là, elle va voir mon jeune confrère qui va trouver une solution, qui sera ravi de l'accueillir. Exactement. Et pour le coup, je veux dire, par contre, si on se met à avoir mal au ventre pour de vrai, ou une gêne anale très très forte, ou avoir des nausées et que c'est comme un lavabo qui se vide pas, ça finit par déborder, et ouais, on peut venir aux urgences, mais et là, si on pouvait passer chez le médecin généraliste d'abord, ça m'arrangerait. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, parce qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent aux urgences, mais il y en a. Mais aux urgences, du coup, qu'est-ce que vous faites quand c'est tout bouché depuis une semaine, 8 jours? Ah oui. Non, mais racontez-nous un peu. On fait d'abord des grands lavements évacuateurs qui ramènent quand même dans 90% des cas ce qu'il y a à ramener. Et puis quand ça ne veut pas, on y va avec les doigts. Ah oui, carrément. Avec des gants. Avec Ah des oui, gants. avec des gants. Merci pour cette précision, docteur Decker. Double Et un masque. et un masque, double masque. Et un Ah oui, mais tablier vraiment, à l'ancienne, quoi, en fait. Et un Vraiment, tuba. de toute façon, un petit peu à l'ancienne. artisanal, quoi. Et là, les patients repartent et ils sont soulagés. Ils adorent ça. Alors surtout pour le soulagement. Je pense pas, ils doivent se sentir soulagés. Non, mais non, vraiment, sérieusement. Parce que là, on veut savoir quand. Une semaine, au bout d'une Non, semaine. il n'y a pas de camp. C'est quand on se sent vraiment C'est pas la bien. gêne qui C'est quand on se sent pas bien. prime. Les symptômes Alors, aussi. s'il n'y a pas Il y a quand même des matière et urgences des gaz, évidemment. thérapeutiques. Hein. S'il y a un arrêt des matières Faut et faire des de ma gaz, part. évidemment, mais... Urgence thérapeutique. Ça peut être des urgences thérapeutiques, ça peut être un tableau d'occlusion Oui, intestinale. c'est ce que je dis. C'est à donc partir voilà, il y a du quand moment où ça même. ne sort plus du tout par en bas et qu'on commence à avoir des nausées, et c'est qu'on est en occlusion, Oui. et c'est une occlusion fonctionnelle pour le coup. Eh ben, effectivement, il faut y aller, mais c'est l'idée. Après, je pense que le patient, il se connaît lui-même, il sait son rythme, C'est ça. entre parenthèses de caca, Ouais. donc il sait que... Tout ce qui est un peu anormal, effectivement, dire, Oui, faut pas laisser ça inquiète. traîner. il s'inquiète. Ah, ça les inquiète. Mais les gens sont souvent quand même très à l'écoute du transit, jusqu'à la sortie. Souvent, les gens sont quand même assez au courant de... C'est quelque chose de fondamental, parce que quand on vous dit comment allez-vous, c'est comment C'est allez-vous à la exactement selle. ça. Oui, c'est tout à fait ça. Vous faites bien de le rappeler.
C'est vrai. Et généralement, on je sais pas répond ça. ça va. J'apprends tous les jours. C'est vrai, c'est vrai. Je ne savais pas ça. je Ah bah savais pas voilà, ça. voilà, vous répondrez peut-être différemment la prochaine fois quand Ah vous oui. demandez comment ça va, vous y penserez. Surtout quand ton patient dira non, ça va pas. Allez, encore une question pour docteur Clémence Mur, ORL. Marie, 35 ans, Reims. On passe vraiment du coq à l'âne, hein, si je puis me permettre, rien à voir. Mon enfant de 4 ans ronfle toutes les nuits et respire toujours la bouche ouverte. Est-ce que je dois consulter? Alors, c'est une excellente question. Un enfant qui ronfle, ça peut être très mignon. Ça peut être très mignon quand mais même. c'est pas normal du tout. Ouais. Ah bon. En fait, tout comme l'adulte, un enfant qui ronfle, il fait probablement des apnées du sommeil. Et donc, il a un sommeil qui n'est pas réparateur. Sauf qu'un enfant qui est fatigué la journée, il ne va pas dire « Oh, je suis fatigué, j'ai envie d'une sieste ». Il va être agité, il va avoir des troubles de la concentration, des troubles des apprentissages. Et donc, malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui ronflent et en fait, le côté mignon prend le dessus et on ne consulte pas pour ça. Mais c'est parce qu'il ronfle au moment où il ronfle, qu'il est calme comme tout et qu'il n'est plus agité, qu'on Voilà. le trouve mignon. Ah, c'est Voilà. un peu le serpent qui se mord la queue. Mais du coup, ça, c'est un signe d'alerte. C'est un L'enfant signe qui d'alerte. ronfle. Et en fait, la principale cause du ronflement chez l'enfant, c'est des grosses amygdales, des grosses végétations. Et en fait, du coup, nous, c'est assez simple en tant qu'ORL. Donc, on va aller faire une réduction amygdalienne, on va enlever les végétations. Et souvent, c'est des enfants qu'on transforme. Le petit enfant agité, qui écoutait rien à l'école, qui s'endormait un petit peu le soir, qui faisait pipi au lit, etc. Et ben, il arrive mieux à se concentrer. À ce point-là? Ah C'est oui, incroyable, parfois, il y a des l'impact. vraies transformations. Ah bah, en fait, ça fait plein de micro-réveils. Le sommeil n'est pas réparateur. Donc voilà, l'enfant est agité la journée. Donc après, parfois des enfants ne ronflent pas, mais on a des parents qui disent mon enfant il est tout le temps la bouche ouverte, la nuit il a la bouche tout le temps ouverte. Donc ça, effectivement, c'est pas normal. Un enfant doit respirer par le nez, c'est très important, parce qu'en fait la nuit, la bouche se ferme et la langue va aller monter jusqu'au palais. Et c'est grâce à ça qu'il va développer sa mâchoire. Et en fait, un enfant qui développe bien sa mâchoire, il y aura suffisamment de place pour accueillir les dents définitives. Et donc, grâce à ça, on évitera des années d'orthodontie, voilà, pas mal de soucis. Donc voilà, il faut être attentif. Un enfant qui ronfle, c'est pas normal, c'est pas mignon. Et pareil, un enfant qui est toujours bouche ouverte, il faut consulter également. Est-ce qu'on peut appareiller un enfant avec une PPC comme chez l'adulte? Alors, c'est extrêmement rare qu'on appareille les enfants parce que c'est quasiment toujours une cause mécanique, des grosses amygdales, des grosses végétations. Et on arrive à traiter la cause en une intervention chirurgicale. Là où on va appareiller les enfants, c'est des vrais enfants qui ont des hypotonies dues à des pathologies, par exemple la trisomie 21 ou d'autres pathologies où ils ont une vraie hypotonie de la base de langue. Et là, on aura beau intervenir, on aura toujours des apnées du sommeil. Et là, on va mettre une PPC la nuit, un appareil pour ventiler la nuit. Voilà. Ok. On se rapproche de la fin de l'émission, mais vous pouvez encore nous envoyer vos questions à maquestion@lasantésurtout.com. Et Dr Bockry, Valérie, 52 ans de Grenoble, nous écrit, elle nous dit « J'attrape souvent tous les virus qui passent, c'est pour moi. Est-ce que c'est la faute à pas de chance ou est-ce que c'est le signe d'une baisse de l'immunité, par exemple ?» Moi, je pense que c'est un petit peu les deux, mon capitaine. C'est que, bon, déjà, rhume, je ne sais pas exactement ce que veut dire rhume, mais en gros, toutes les pathologies ORL. Bon, Des virus, ouais. Des virus, Toutes sortes mais de ça sera un virus, peu elle sous nous le dit. contrôle de cancer ORL, mais globalement, tout le monde vient en disant qu'il a la grippe, ça descend sur les bronches, tout ce qu'on veut, etc. Mais oui, alors après, c'est saisonnier, donc il va y avoir 4 ou 5 ou 6 épisodes saisonniers qui vont durer de 4, 5, 6, une semaine. Comme on dit en général, sans traitement, c'est une semaine, avec traitement, c'est 7 jours. Donc globalement, on peut laisser tout seul, ça évolue en général, tout seul sans besoin d'intervenir. Évitons les sirops, les choses comme ça. Du repos, une bonne hydratation, et en général, ça suffit. Après, effectivement, s'il y a des signes... alors oui, effectivement, il y a la saison, et puis effectivement, il peut y avoir une prédisposition à faire des petites infections virales. Il peut y avoir aussi toutes les maladies qui vont avoir des immunodépressions, des choses comme ça. Donc tous les contextes pathologiques vont déjà faire qu'une infection peut être plus grave et doit être vue plus tôt. Mais chez un patient qui est en bonne santé, qui a eu 2, 3, 4 épisodes pendant l'année, plus souvent pendant l'hiver, on ne s'inquiète pas et c'est pas un problème. Et le pas de chance, oui, parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont forcément faire un peu plus de rhume, entre guillemets, que d'autres. Et c'est pas bien grave. Et voilà. En revanche, si effectivement ça s'accompagne d'une forte fièvre, ça s'accompagne de transpiration excessive, ça s'accompagne de perte de poids, de variation, tout ce qui peut être un peu alarmant,
Là, il faut voir peut-être en premier temps son médecin généraliste, avec peut-être des imageries, des bilans biologiques, ou un examen clinique tout simplement plus poussé, avec des endoscopies, des imageries, pourquoi pas. Pas les masques dans les transports en commun? Les masques ne sont pas généralisés, mais moi je trouve que c'est toujours intéressant d'en mettre parce que ça évite, petit 1, de transmettre, petit 2, d'aggraver une situation. Les gens parfois nous disent qu'ils vont avoir un virus ou un rhume qui vont durer pendant 3 mois. Alors bien souvent c'est juste des variations, on va à la boulangerie, on va dans le métro, on peut réattraper quelque chose. Je pense que c'est pas mauvais de se supplémenter avec des petites choses à droite à gauche, mais globalement je pense qu'il faut juste laisser faire et puis c'est un épisode et c'est pas très grave. Et la toute dernière question, elle est pour le professeur Vincent Audard. Élodie, 45 ans de Strasbourg. J'ai remarqué que mes urines étaient très mousseuses depuis 3 jours. Comment ça se fait ? Alors effectivement, il faut s'inquiéter. Déjà, une idée reçue, c'est pas parce qu'on boit trop de bière que les urines moussent. Donc les Ça gros passe buveurs le de rapport. bière, faut pas qu'ils pensent qu'ils boivent pas, ils n'ont pas bu beaucoup de bière parce que le matin ou le Ouais. soir même, les urines n'étaient pas mousseuses. Ouais. Non, typiquement, vraiment, les urines mousseuses, c'est un signe important, c'est une fuite de protéines dans les urines. Schématiquement, les reins... c'est comme des passoires qui vont laisser passer les petites molécules pour aller jusqu'à la vessie, pour aller jusqu'à l'urine. Et normalement, en temps normal, les protéines sont retenues dans la passoire. C'est comme les coquillettes, faut imaginer ça, les pâtes. Et quand il y a beaucoup de protéines dans les urines, effectivement, les urines deviennent mousseuses parce qu'il y a des trous dans cette passoire et les protéines vont s'enfuir dans les urines. À côté de ça, on va avoir une diminution de taux de protéines dans le sang et ça peut être responsable de syndrome œdémateux, d'une prise de poids, d'un gonflement des chevilles. Et donc, c'est vraiment un symptôme et c'est facile à diagnostiquer. Il suffit juste de faire une bandelette urinaire, un dosage de protéines dans les urines et ça permet de faire le diagnostic. Et là, après, effectivement, ça rentre dans un cadre de diagnostic et de cause précise qu'il va falloir adresser le patient auprès d'un néphrologue. Et quand les urines sont rouges, on appelle ça quoi ? Pipi grenadine, c'est Alors, ça ? pipi grenadine, Ouais. alors ça peut être aussi, il y a nombreuses causes d'urine rouge. Quand c'est vraiment visible, c'est ce qu'on appelle l'hématurie macroscopique, et c'est vrai que c'est un petit peu alarmant pour les patients. C'est un motif fréquent de consultation auprès d'un médecin généraliste, et puis après qui est adressé éventuellement au néphrologue. Là encore, il faut quantifier, mais quand c'est rouge, déjà éliminer une cause alimentaire, les betteraves. Pour les gros consommateurs de betteraves, les mûres, donc effectivement demander aux personnes ce qu'ils ont consommé la veille. Il y a des médicaments aussi parfois qui peuvent donner une couleur rouge orangée aux urines et puis après il va falloir rechercher un saignement sur tout l'arbre urinaire, c'est-à-dire de l'arbre qui va des reins jusqu'à la vessie avec toute la tuyauterie qui va avec. Ça peut être un petit saignement et là ça demande un avis spécialisé et quand même une cause assez fréquente aussi, c'est les infections urinaires, les cystites ou parfois les infections plus haut situées qui donnent des urines rouges. Et là aussi, ça demande une démarche diagnostique très minutieuse de façon à pouvoir trouver et déterminer la cause exacte et adresser le ou la patiente vers l'expert néphrologue, urologue qui est spécialiste en fonction de ce qu'on aura trouvé. Est-ce que le fait d'avoir une activité physique intense peut entraîner cette hématurie ? Oui, tout à fait. Donc après un marathon, effectivement, déjà, on peut avoir tendance un petit peu à se déshydrater. Donc on va avoir les urines un petit peu très foncées et il y a des hématuries intermittentes après un effort. Dans certaines circonstances, ça doit faire rechercher une maladie rénale sous-jacente. On sait qu'il y a certaines maladies rénales sous-jacentes où le facteur déclenchant peut être justement un effort physique intense. Donc là, il va falloir, est-ce que c'est vraiment intermittent ? Est-ce que ça persiste en dehors des épisodes d'effort physique ? Donc il y a aussi, là encore, effectivement, toute une réflexion à avoir en fonction de la temporalité par rapport à l'effort et puis si ça perdure dans le temps. Et j'avais dit que c'était la dernière, mais j'en ai encore une sous le coude. Et elle est pour le docteur Mathieu Bernard. Comme ça, la boucle est bouclée. On a commencé avec vous, on termine avec vous. C'est Thierry, 52 ans de Brest. Mes douleurs musculaires peuvent-elles être dues aux statines ? Alors, vaste sujet que celui des statines, hautement polémique, on pourrait faire une émission entière. En version courte, hein, docteur Alors, en Bernard. version courte, oui, ça peut. Mais attention, il faut se méfier de l'effet nocebo, puisque normalement, 5 à 10% des patients sous statine présentent des douleurs musculaires. Et dans les faits, en consultation, c'est bien plus, parce qu'on a tellement parlé des statines et les gens disent tellement que ça entraîne des douleurs musculaires qu'elles peuvent survenir simplement provoquées par la pensée. Donc ça, c'est l'effet nocebo, qui est le contraire de l'effet placebo. Et donc, pour faire la différence, en théorie, on doit doser ce qu'on appelle les CPK, qui sont des marqueurs de souffrance musculaire, qui sont augmentés quand les statines sont vraiment responsables. Donc ça vous arrive de dire au patient, eh ben non, Non, eh ben non, parce que si le patient me dit qu'il a mal, il faut que je sois à l'écoute. Donc en général,
on arrête les statines, on voit ce qui se passe. Si la douleur disparaît, je leur fais reprendre les statines pour voir si elle revient. Et si elle revient, à ce moment-là, on a différentes façons. Soit on change de molécule, tout en restant dans les statines, on va changer de marque. Soit on va changer de famille de médicaments, soit on peut prescrire aussi des statines à libération prolongée, c'est-à-dire que le médicament se diffuse plus lentement dans le sang. L'une des théories sur les douleurs musculaires causées par les statines, c'est en raison de l'arrivée massive du médicament dans le sang. Voilà, donc il y a différentes façons, mais si un patient a une plainte vis-à-vis du médicament, il faut que le médecin puisse l'entendre et lui proposer des solutions. Et il y en a, et ça c'est quand même rassurant. D'où l'importance d'un bon suivi effectivement avec son cardiologue et son médecin. Après, il y a des cardiologues qui sont très dogmatiques et j'ai un couple de patients qui est venu me voir puisque leur cardiologue leur a dit soit vous prenez les statines, soit vous prenez la porte. Ah oui, Ils ont choisi de prendre la porte. D'accord. Bon bah écoutez, on va finir sur cette note. Est-ce que le lissage brésilien peut aller se contrer de la goutte? C'est pas de l'acide urique, c'est plutôt de l'oxalate, donc c'est un autre composé qui va être filtré dans le rein, qui va d'un seul coup s'accumuler. Il y a une charge toxique. Alors des calculs, ça n'a pas été décrit, c'est vraiment une charge qui est assez brutale, c'est vraiment un apport massif. Effectivement, l'oxalate, c'est une cause de l'hyperoxalurie, c'est une cause de calcul classique, effectivement qui est importante. Mais là, c'est vraiment un apport massif. Le produit est métabolisé, transformé, hop, c'est filtré par les reins, et d'un seul coup, il y a une accumulation dans les structures du rein, et ça a été bien montré dans les modèles expérimentaux. Ils ont fait des très belles études pour démontrer le lien de cause à effet, quoi. Messieurs, si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser à maquestion@lasantésurtout.com. Ça marche aussi dans ce sens-là. Cette émission, c'est aussi une FMC. C'est une formation complètement. Moi, j'ai appris qu'il faut regarder son pipi, déjà, c'est très bien. Et que comment ça va Bon, allez-vous. On apprend toujours plein de trucs. Prendre une mousse, c'est pas Le néphrologue, il apprend plein de choses. Ça va pas Bon, en du tout cas, c'est parfait. Vous avez tous tout bien retenu. Revenez quand vous voulez. Merci à vous de nous avoir suivis. Et vous aussi, bien sûr, vous pouvez nous écrire. À très bientôt. Bonne soirée. Et n'oubliez pas, la santé surtout. Merci. Merci Jessica.